La science entourant donc les campagnes électorales, l'importance des données, du profilage de l'électorat est bien sûr un sujet de prédilection à aborder avec nos stratèges. On les retrouve, vous voyez, cette semaine, pas le luxe de les avoir en studio avec moi. C'est le rythme de la campagne qui les mène un peu partout. Carl Bélanger, conseiller principal de Thomas Mulcair, vous êtes à Vancouver. Catherine Loubier, conseillère de Stephen Harper pour le Québec, vous êtes à Ottawa. Et Robert Asselin, conseiller de Justin Trudeau à Montréal. Catherine, je commencerai peut-être avec vous. Il y a un élément dans le reportage de Marc qui frappe les esprits. C'est cette idée que dans la dernière campagne, cette connaissance de l'électorat, ces données ont fait la différence dans 40 comtés. Ça change toute la façon, finalement, de faire campagne pour un parti comme le vôtre. Oui, bien, je dirais qu'un parti politique, ça demeure une coalition d'électeurs. Évidemment, avec les données, on est capable, c'est très spécialisé, c'est l'ère du numérique. Dans des campagnes et dans des outils de marketing, on est capable d'aller très loin. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas oublier que la fameuse poignée de main traditionnelle où on regarde l'électeur dans les yeux est très importante aussi. Et donc, il n'y a rien qui remplace le terrain. C'est donc une combinaison, je dirais, des deux. Et il y a certaines parties de la population qui sont moins sur les réseaux sociaux, qui sont moins disponibles pour répondre à des appels téléphoniques, comme par exemple les personnes âgées et autres couches de la population. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux, puis il n'y a rien qui remplace la poignée de main. Carl, quand on parle de ces données-là, ça va avec la poignée de main, on fait du pointage en faisant du porte-à-porte, etc. Oui, ça fait sortir le vote, mais est-ce que ça a changé la façon dont les partis politiques développent leurs programmes électoraux? Non, pas nécessairement au niveau du développement des programmes, mais certainement au niveau des messages qui sont véhiculés. Et on sait mieux quels sont les intérêts des électeurs. Et on peut cibler les pans du programme qui les intéressent. C'est la grande différence avec le pointage traditionnel d'il y a 20, 30, 40 ans, où fondamentalement, les gens cherchaient à trouver de quel côté les électeurs penchaient. Maintenant, on a une multitude de données à savoir quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs préoccupations et comment on peut véhiculer un message auprès d'eux qui les intéresse. Et donc ça, c'est pour parler du bon sujet dans le bon comté. On ne parlera pas, par exemple, de garderie dans un comté où 75 des gens n'ont pas d'enfants. C'est comme ça que ça se manifeste sur le terrain? Mais on peut cibler le 25 de ce comté-là qui s'intéresse aux garderies. C'est ça la beauté de la chose. C'est qu'on ne peut plus, on n'a plus besoin d'évacuer un sujet par comté. On peut cibler les électeurs selon les intérêts qui les préoccupent personnellement. Robert, quand on regarde les plateformes électorales, par ailleurs, quand on regarde l'histoire de la politique dans les dernières années, on a quand même l'impression que la politique se fait à coup de petites promesses bien ciblées. Vous en voyez pas un lien entre cette connaissance scientifique et le fait de développer des plateformes plus fragmentaires d'une certaine façon? Bien, je le poserais un peu autrement. Je pense que dans chaque élection, il y a un certain nombre d'électeurs qui sont indécis, que chaque parti peut aller chercher. Et c'est vraiment ces électeurs-là qu'on veut aller parler, qu'on veut convaincre avec nos idées, avec nos plateformes. Et c'est là où on peut être plus précis en sachant exactement ce que ces électeurs-là, les indécis, cherchent, ce qu'ils veulent voir dans les plateformes électorales. Alors, ça rend la politique plus professionnelle, si on veut. Ça professionnalise la politique et ça nous permet, nous, d'avoir des messages plus ciblés. Et c'est ce qui fait, Catherine, que quand on entend souvent, combien de fois aux nouvelles, on entend M. Harper parle à sa base. Sa base, M. Harper, il la connaît à cause de ça, justement. Oui, effectivement. Puis la rétroaction est dans les deux sens. On en sait plus sur eux, mais on peut leur parler de manière beaucoup plus précise maintenant, effectivement. Maintenant, un autre enjeu qui a dominé peut-être un peu la campagne dans le courant de la dernière semaine, ce sont tous ces candidats, tous ces ratés sur les médias sociaux et bien sûr les chefs qui ont dû se défaire de certains candidats, défendre leur méthode de recrutement. On peut peut-être écouter M. Harper et M. Trudeau. What this says is we keep the highest standard for candidates, and these two individuals are no longer candidates. Unanimous in our position that the Liberal Party is focused on protecting our children from the deleterious impacts of marijuana use. Parce que la liste des ratés, il y en a eu quelques-uns. On entend M. Trudeau qui faisait référence à Joy Davies en Colombie-Britannique, qui, elle, a eu des propos controversés sur les vertus de la marijuana. Il y a eu Tim Duto chez les conservateurs qui faisait des vidéos insolences téléphoniques
assez controversé aussi. Du côté du NPD, vous n'êtes pas en reste. Il y a des candidats qui ont été rejetés pour des positions passées. La dernière en liste, qui est toujours avec vous, je crois, c'est Catherine Swampy pour son langage ordurier sur les réseaux sociaux, une photo de son mari avec une arme de poing, etc. Première question, il n'y a aucun parti politique qui aime ça, faire ce que M. Trudeau, M. Harper ont eu à faire cette semaine. Mais est-ce que ça change quelque chose, ces controverses-là? Je commencerai par vous, Carl. Écoutez, les médias sociaux sont des beaux outils de communication de masse avec lesquels on peut véhiculer son message à des niveaux non traditionnels. Le problème vient au niveau des individus. Et là, ça peut devenir un cauchemar pour les organisateurs politiques parce que ça peut faire déraper la campagne. Les gens utilisent les médias sociaux lorsqu'ils n'ont pas d'ambition politique, un peu comme ils sont dans leur salon. Parlent avec leurs amis, parlent avec leurs voisins, disent à peu près n'importe quoi. Et des choses qui semblent sans conséquence lorsqu'on a 18 ou 19 ans, si on a des ambitions politiques, peuvent nous rattraper rapidement. Et effectivement, ce qu'on a vu là, dans les dernières semaines, on voit qu'il y a une certaine polarisation de cette recherche d'information. Et on va même jusqu'à aller voir, comme vous l'avez mentionné, dans le passé des familles maintenant des candidats. Alors, ça va très, très loin et c'est un outil qui, comme je l'ai dit, peut être très utile aux partis politiques, mais peut aussi être très nuisible. Mais si les médias sont capables de les faire, ces recherches-là, que vos adversaires politiques aussi sont capables de les faire, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va falloir que les partis politiques peaufinent leur méthode pour approuver des candidats, Catherine? Bien, je pense qu'il y a un peu des deux. Effectivement, quand un candidat remplit son cahier de candidat, comme on dit dans le langage, c'est un geste très important. C'est un candidat qui veut servir les Canadiens dans sa circonscription. Alors, il a la responsabilité de dévoiler ou de rendre fait de ce qu'il pense pourrait lui causer des problèmes. Et s'il ne le fait pas, ça va le poursuivre dans le futur. Maintenant, oui, les partis ont aussi une responsabilité de faire un certain nombre de recherches, mais il incombe aussi aux candidats de le faire. Et vous savez, quand on ouvre un compte Facebook, il y a un petit bébé avec une date de naissance. Ça prend tout son sens quand il y a des propos qui sont souvent pris, parfois même hors contexte, mais c'est la vie sur Facebook qui est mis dans le journal le matin. Le candidat souvent reste surpris et c'est le public, les électeurs qui, en fin de compte, sont les juges à savoir est-ce que c'est allé trop loin et est-ce que les excuses d'un candidat ou le fait que ça fait plusieurs années que ça a été publié sur Facebook, c'est assez pour réparer la situation. Et juste en terminant, vous savez, Facebook, c'est la première source d'information des gens, des électeurs. Donc, alors, c'est tout de même important d'aller voir ce qui s'est dit, ce qui s'est publié sur les pages Facebook. Mais Robert, si on prend le problème à l'envers, est-ce que c'est juste de faire payer un candidat aujourd'hui pour quelque chose qu'il aurait dit il y a 5, 4 ans, dans un contexte complètement différent? Oui, bien, c'est une bonne question. En fait, c'est un jugement qu'il faut poser dans chacun des cas. Et des fois, il arrive, c'est toujours le chef en bout de ligne qui décide, hein? Et nous, on le conseille là-dessus, mais je pense qu'en bout de ligne, chaque cas est différent. Il y a des fois où, effectivement, c'est des propos qui sont inacceptables et qu'on les ait dit il y a 10 ans ou 12 ans ou il y a une semaine, ils sont inacceptables, donc on ne peut pas les accepter. Il y a d'autres fois où il y a un contexte différent qui fait qu'une personne a dit une chose comme qui est regrettable, mais qui n'est pas en soi un scandale. Et là, on peut dire, écoutez, à ce moment-là, c'était peut-être correct que la personne ait fait le commentaire. On va lui pardonner, la personne va s'excuser, etc. Tout dépend évidemment de l'ampleur de ce que la personne a dit. Alors, c'est une question de jugement dans chacun des cas. À vous trois, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour parler, entre autres, débat. Merci. Au revoir.